Bonsoir à tous, merci de nous recevoir dans cette nouvelle édition du journal. Au sommaire, le Togo avance significativement dans l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables du nord du pays grâce au programme d'urgence pour la région des Savanes. Un programme qui envisage d'étendre ses actions sur toute l'étendue du territoire. Le Burkina Faso subit actuellement une perte considérable de ses forêts à cause de la déforestation et des activités humaines. Les autorités mettent en place des mesures afin de limiter les installations illégales des infrastructures et de préserver les écosystèmes. Et puis les principaux ports pétroliers du monde sont menacés par la montée du niveau de la mer. Une situation due à la combustion des énergies fossiles et aux émissions des gaz à effet de serre. Ce sont les points clés de cette édition. Bienvenue à tous. Le programme d'urgence pour la région des Savanes, PURS, a marqué des avancées significatives entre 2021 et 2023, apportant des améliorations dans les conditions de vie des populations vulnérables du nord du Togo. Avec l'ambition d'étendre ces actions à tout le territoire, ce programme pourrait devenir un modèle de développement intégré et durable pour le pays. Honoré Kata nous en dit plus dans cet élément. Le programme d'urgence pour la région des Savanes PURS a enregistré des avancées notables entre 2021 et 2023, transformant progressivement le quotidien des populations vulnérables du nord du Togo. Dans le domaine de l'électrification, le taux de couverture a bondi de 29% à 42%, permettant à plus de 15 000 foyers d'accéder à une énergie durable. Parallèlement, près de 80 000 personnes ont bénéficié d'un meilleur accès à l'eau potable avec une hausse du taux de déserté rural de 64% à 73,5%. Ces progrès traduisent l'impact tangible du PURS sur des besoins essentiels. En agriculture, secteur névralgique pour la région, l'aménagement de plus de 1000 hectares et la distribution d'équipements modernes ont renforcé la productivité des exploitations locales. Ces initiatives soutiennent une économie régionale plus résiliente et compétitive, illustrant l'engagement du programme à diversifier ses interventions pour répondre aux spécificités des communautés. En 2024, le PURS franchit une nouvelle étape, soutenue par un budget prévisionnel ambitieux de 326 milliards de francs CFA. Parmi les projets majeurs, la construction d'une centrale solaire de 25 MW à Dapaon, dotée d'un système de stockage de 400 MW, représente un tournant énergétique pour la région. Ce projet, financé en partie par la Banque mondiale, reflète une volonté d'inscrire le développement durable au cœur des priorités nationales. Les forêts du Burkina Faso, véritables poumons verts du pays, sont aujourd'hui en péril. Des milliers d'hectares disparaissent chaque année, malgré les efforts du ministère de l'Environnement. Une situation due au manque de financement et à la faiblesse de la gouvernance environnementale. Suivant. Les forêts jouent un rôle crucial dans la régulation du climat, en capturant les gaz à effet de serre et en réduisant les effets du réchauffement climatique dans le monde. Au Burkina Faso, ces forêts sont en voie de disparition. Cette situation est accélérée par des pressions anthropiques telles que l'agriculture intensive, l'exploitation minière, la coupe de bois, l'urbanisation illégale et le manque de volonté politique. De plus, des projets d'infrastructure comme des écoles ou des centres de santé sont parfois implantés dans ces zones protégées, ce qui entraîne leur dégradation rapide. Les statistiques sont alarmantes. La forêt de Koulbi, dans le sud-ouest du pays par exemple, a été déclarée classée en 1955. Cependant, cette zone de 40 000 hectares est aujourd'hui largement dégradée avec des villages, des écoles, des forages et des infrastructures agricoles qui y ont été installées illégalement. La situation est similaire dans d'autres régions comme les Cascades et les plateaux centrales. Le financement insuffisant et la faiblesse des politiques publiques sont d'autres problèmes majeurs. Selon un rapport de la Banque mondiale, au moins 1% du budget national est alloué à la gestion des forêts et la surveillance des espèces forestières est largement insuffisante. Le personnel est en deçà des besoins,
avec des équipements insuffisants pour faire face à l'ampleur du défi. Malgré tout, une lueur d'espoir apparaît avec l'engagement récent du gouvernement à recruter 4000 agents des eaux et forêts dans les prochaines années, ce qui pourrait renforcer la gestion des forêts. En dépit des actions des autorités, les collectivités locales et les populations doivent prendre conscience de l'importance de préserver ces écosystèmes afin d'éviter des conséquences dramatiques sur le climat et la santé publique. Un centre consacré aux papillons à Nairobi au Kenya fait valoir son temps de recherche et de découverte. Unique en son genre, il regorge d'espèces rares qui sont des trésors pour les passionnés de la lépidoptérologie. Le propriétaire espère que ces recherches se perpétueront après lui. Léonce Sagou. Au cœur de Nairobi se trouve un centre de recherche qui abrite toute une collection de millions de papillons. Le propriétaire Steve Collins tente d'assurer son avenir. Vaste d'environ 6071 mètres carrés, le centre comprend des centaines d'arbres et d'arbustes à fleurs qui rassemblent les conditions parfaites pour la reproduction des papillons. La carrière de Collins, qui dure depuis des décennies, a commencé comme un passe-temps d'enfance. J'ai toujours appris sur la nature depuis que je suis tout petit. Nous avons passé les 28 premières années de nos vies dans la région du mont Elgon, mais je travaille sur les papillons depuis l'âge de 5 ans et c'est devenu très sérieux vers mes 9 ans. Des millions de papillons sont stockés au centre, un chiffre que même Collins a du mal à réaliser. Le chercheur est actuellement à la quête d'un financement et une personne ou une institution pour protéger la collection. Cette collection est la plus grande collection de papillons africains au monde. Elle compte 1,2 million de papillons épinglés et 3 millions d'autres, ce qui est difficile à imaginer en termes de volume. C'est énorme. Pour nous, l'enjeu pour l'avenir est d'obtenir un soutien financier pour développer la biodiversité et surtout trouver un lieu sûr pour ce centre de recherche quand je ne serai plus là. En plus de ses recherches et de ses collections, Collins a écrit 8 livres au cours de ses 60 années d'expérience dans le domaine de la lépidoptérologie. Le Tchad a récemment reçu un don composé d'équipements informatiques, des kits hydrauliques et des véhicules de la part de la Chine. Grâce à ces équipements, le pays va pouvoir accentuer son projet d'approvisionnement en eau potable dans ses provinces. Rafetou Mberikou nous en dit plus dans cet élément. Des équipements informatiques, des kits hydrauliques et des véhicules ont été remis au ministre tchadien de l'eau et de l'énergie, Passalé Kanabé Marcelin. Ce don de la Chine se justifie par une riche collaboration avec le Tchad. Ces équipements viennent appuyer la réalisation du projet d'aide à l'approvisionnement en eau dans les provinces de l'Endi Est, du Salamote et du Mondoul au Tchad. Ce projet prévoit la réalisation de nombreuses infrastructures hydrauliques, à savoir les mini-adductions d'eau potable, des forages équipés de pompes manuelles, des puits pastoraux, des blocs de latrines et des unités de balises. L'ambassadeur de Chine au Tchad, Wang Xining, présent à la cérémonie de remise de ces équipements, a souligné l'importance de ce projet pour les populations tchadiennes. En effet, l'accès à une eau de qualité est essentiel pour préserver la santé, développer l'agriculture et améliorer les conditions de vie en général. Le projet d'aide à l'approvisionnement en eau aura donc un impact significatif sur la vie des populations des régions ciblées en améliorant considérablement leur accès à l'eau potable. De plus, ce projet comprend également des études approfondies sur les ressources en eau souterraine du Tchad. À Madagascar, la pêche à la langouste est suspendue depuis le 1er janvier 2025 et ce pour une durée de 3 mois dans 6 régions au sud-est du pays. La mesure vise à préserver la langouste et à garantir la durabilité du secteur halieutique. Rafetou Mberikou. Les activités de pêche à la langouste à Madagascar ont été suspendues dans 6 régions du pays pour une durée de 3 mois. La restriction entrée en vigueur le 6 janvier 2025 s'applique chaque année afin de préserver cette ressource halieutique. Cette période correspond au repos biologique de ces crustacés et leur permet de mieux se reproduire.
Selon le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue, 224 tonnes de langoustes ont été exportées dans l'intervalle de janvier à novembre 2024 contre 220 tonnes en 2020. Cette exploitation excessive est due à une demande croissante de l'Europe, de la Chine et du Japon. Pour une pêche durable, l'ONG Aquatic Service propose une diversification des activités des pêcheurs. Valerio Dizano, biologiste marin à la tête de cette ONG, notifie que la période de fermeture de la pêche permettra de régénérer cette ressource et que la décision a été bien comprise par les pêcheurs. La réglementation de la pêche à la langouste à Madagascar est également soutenue par les chercheurs. Ceux-ci ont également mis en exergue l'impact de la baisse de production de ces crustacés. La terre a grondé, les murs se sont effondrés et les morts sont à compter par centaines. Le Tibet pleure ses enfants qui ont été emportés par un séisme meurtrier depuis mardi dernier. Le bilan s'élève à plus de 100 morts et les secours sont à pied d'œuvre pour trouver d'éventuels survivants. Le point avec Vivace Armana. 6,8. C'est le niveau de magnitude du séisme qui a frappé le Tibet dans la matinée du 7 janvier 2025. Selon l'agence d'État Chine Nouvelle, le bilan humain est très lourd. Plus de 126 personnes ont déjà perdu la vie dans ce drame qui s'est produit sur les hauteurs de ce territoire autonome de la Chine. De nombreuses maisons se sont effondrées sur leurs habitants, provoquant des destructions impressionnantes. Des quartiers entiers sont en ruine. Dans un froid glacial, les secouristes dépêchés sur place ont engagé une course contre la montre pour dégager au plus vite les victimes sous les décombres. Les militaires chinois sont sur la zone du sinistre pour porter secours à la population tibétaine dans des conditions extrêmes. Selon les autorités, ce séisme est l'un des plus forts de ces dernières années. Sur le plateau tibétain, à 4000 mètres d'altitude et dans une zone proche du Népal, plusieurs villages ont été touchés. Le bilan humain continue de s'alourdir. Les pompiers et les militaires continuent de rechercher les survivants pendant que d'autres secouristes sont au chevet des sinistrés hors de danger. D'après le rapport d'une étude, l'élévation de seulement 1 mètre du niveau des eaux est en mesure de submerger les plus gros ports pétroliers du monde. Ainsi, les ports de Rotterdam, Shanghai ou encore de Houston sont en danger d'immersion. Vous en saurez plus dans ce commentaire signé Léonce Sago. L'élévation du niveau de la mer et des océans, occasionnée par le changement climatique, va affecter les principaux ports pétroliers du monde. Ceci, considéré comme un retour de bâton, a été notifié dans une étude de l'Initiative internationale sur le climat et la cryosphère ICCI. C'est une prévision qualifiée d'ironique par les chercheurs, d'autant plus que les combustibles fossiles sont les principales causes du réchauffement climatique et que la transition vers des énergies renouvelables permettrait de freiner le phénomène de la montée des eaux. Si l'on se réfère à cette étude, une élévation de seulement 1 mètre de haut du niveau des eaux pourrait submerger les plus gros ports pétroliers de la planète. Or, cette montée des eaux est désormais considérée comme inévitable d'ici un siècle, d'après l'ICCI. Elle pourrait même advenir dès 2070 si les émissions de gaz à effet de serre ne baissent pas. L'étude mentionne 13 ports qui sont concernés. Ceux de Ras Tanura et Yanbu en Arabie Saoudite sont considérés comme les plus vulnérables étant à faible altitude. Les ports de Houston et Galveston, 2 villes du Texas aux États-Unis, sont également dans le lot. À cela s'ajoute le port de Rotterdam aux Pays-Bas, d'Ust-Luga en Russie, seul port européen dans la liste, qui se complète par 2 ports aux Émirats arabes unis, 3 en Chine dont celui de Shanghai, 1 en Corée du Sud et celui de Singapour. Cette étude s'appuie sur des travaux réalisés par des scientifiques en mai 2024 qui soulignent que 12 des 15 plus gros ports pétroliers du monde étaient menacés par la montée des eaux. La directrice de l'étude au Guardian, Pam Pearson, revient sur le côté ironique de ce phénomène car ces ports pétroliers sont obligés de garder un œil sur l'élévation du niveau de la mer, pourtant lui-même lié à l'utilisation continue des combustibles fossiles. Elle ajoute que la situation démontre que l'élévation du niveau des eaux n'a pas été prise en compte par les gouvernements.
Le conseiller scientifique principal de l'ICCI, James Kirkham, prévient que si les dirigeants ne redoublent pas d'efforts pour s'éloigner des combustibles fossiles, les terribles conséquences de la montée du niveau de la mer ne feront qu'accroître et affecteront tous les pays possédant un littoral, y compris ceux qui continuent de faire obstacle aux efforts de décarbonisation. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Passez une agréable soirée. Green TV International, we revive the environment.